Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Reda Hilali, directeur général de Wafa Gestion. On va parler un peu de ce qui s'est passé cette année sur le secteur des OPCVM et comment ce secteur-là a traversé cette crise particulière marquée donc par la pandémie du Covid-19. Reda Hilali, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous de m'avoir invité. Cette année, votre secteur, votre industrie a traversé une crise plutôt particulière marquée par cette pandémie. Les marchés des capitaux ont été chahutés. Toutes les classes d'actifs ont subi quelques tensions, des fois très fortes, comme sur le marché des actions. Alors, ma première question, justement, c'est celle-là. Comment les investisseurs en OPCVM ont réagi face à cette crise? Comment se sont comportés les flux durant cette période? Un gérant d'actifs est d'abord un gestionnaire de risque. On se prépare aux risques probables, on les probabilise, on les price, mais il s'agit bien d'un risque extrême. Maintenant, en termes de comportement d'investisseurs en cette année assez spéciale, il est remarquablement résilient, j'allais dire. Au fait, toutes les classes d'actifs, sans exception, y compris celles les plus risquées, l'action est diversifiée en particulier, ont collecté. On est sur des collectes positives. Je parle ici de l'industrie de la gestion d'actifs qui totalise valeur aujourd'hui plus de 500 milliards de dirhams. On parle d'un chiffre qui est assez impressionnant. Toutes les classes d'actifs ont collecté. Ça va du monétaire à l'obligataire court terme, obligataire moyen long terme, diversifié et à actions. Ce qui explique une résilience de l'industrie, une certaine assurance quand les investisseurs, quelle que soit leur catégorie d'ailleurs, institutionnels, corporate et particuliers, une confiance dans l'écosystème qui est l'écosystème de l'OPCVM de manière générale. Parce qu'on parle souvent de l'industrie de gestion d'actifs comme une industrie de société de gestion. On a 18 actuellement. Wafa Gestion a une part de marché qui avoisine les 25% sur les 500 milliards. Mais au fait, c'est un écosystème qui dépasse très largement celui des sociétés de gestion. C'est un écosystème qui comprend des banques, qui agissent en tant que dépositaires et donc qui ont cette mission de garde des titres. On a un dépositaire central qui permet la fluidité des opérations. On a surtout une autorité des marchés. Je pense que l'industrie de la gestion d'actifs est l'une des industries les plus régulées qui soit. Une autorité des marchés qui regarde de manière très très fine toutes les opérations que font les sociétés de gestion au jour le jour pour qu'elles agissent au mieux des intérêts des porteurs de parts. Tout cet écosystème qui fonctionne en fin de compte depuis 25 ans maintenant est rassurant. Ce que les chiffres disent, surtout que toutes les classes d'actifs, comme je l'ai dit, ont collecté, c'est que l'investisseur, quelle que soit sa nature, ne s'est à aucun moment posé la question « est-ce que mes avoirs qui sont investis en OPCVM sont risqués ?» Au-delà du risque que présentent les marchés, mais là il s'agit d'un risque que les investisseurs veulent bien prendre pour justement faire fructifier leur épargne. Et voilà, ce qu'on constate, c'est que les classes d'actifs qui ont été les plus plébiscitées sont bien sûr les classes d'actifs les moins risquées. L'obligataire moyen-long terme à leur tête, qui a bien bénéficié, que ce soit en termes de performance ou de collecte, d'un environnement favorable, avec deux baisses de taux successives de la Banque centrale qui ont amené les taux à des niveaux assez bas et donc générer un effet prix important. Les performances en témoignent, la classe d'actifs se comporte très bien. C'est le cas également des fonds monétaires et des fonds obligataires court terme qui ont collecté. Et même les fonds diversifiés à actions qui ont collecté certes au premier trimestre, avant que la crise ne s'installe vers mars-avril, mais qui n'ont pas décollecté pour autant. Donc les investisseurs ont acheté des parts dans les OPCVM dans ce contexte-là qui est difficile. Complètement. On est passé au fait d'un actif global sous gestion autour de 470 milliards au niveau de l'industrie à un actif autour de 505 milliards au dernier vendredi. Et l'évolution des actifs sous gestion de Wafa Gestion suit le même trend. On évolue autour de 7%. En moyenne, on est passé autour de 112 milliards de dirhams d'actifs sous gestion l'année dernière à 120 milliards aujourd'hui. Et ce qu'on constate, que ce soit chez nous au niveau de l'industrie globale, c'est qu'en fin de compte, toutes les classes d'actifs ont été résilientes et il n'y a pas eu d'effet de panique. Il y a certes eu, quand on zoome un peu sur le comportement sur cette période-là, et on zoome sur les quelques semaines qui ont suivi l'annonce du déconfinement, pas uniquement au Maroc, parce qu'il y en a eu un peu partout, il y a eu cet effet de panique, mais très marginal en fin de compte. Alors aujourd'hui, pour vous, quels sont les principaux catalyseurs à attendre, peut-être à court et moyen terme, pour ces différentes classes d'actifs? Tout d'abord, en tout début d'année, on a observé de la collecte au niveau du marché actions et diversifié, de l'actif d'actifs
actions et diversifiées, bien portées par une thématique particulière qui est au fait les taux qui sont faibles. Naturellement, quand les taux sont faibles, il y a un appétit au risque qui augmente pour aller chercher une prime de risque au niveau du marché actions. Et donc sur les 3 premiers mois, c'est naturellement le phénomène qui s'est produit, avec toujours des flux continus vers la classe d'actifs obligataires moyen long terme, parce que ça témoigne d'une aversion au risque global de l'investisseur marocain. Quand vous voyez au fait le panorama de l'industrie de gestion d'actifs au Maroc, il est très largement dominé par des actifs peu risqués, obligataires moyen long terme, monétaires et obligataires court terme. Le diversifié à l'action ne constitue que 17 à 18% des actifs dépendamment des années. Donc, en ce début d'année, avant que la crise ne s'installe, on était sur une dynamique achetant le marché à actions parce que les taux sont bas, il y a une prime de risque à aller chercher au niveau du marché à actions. Puis la crise s'est installée et puis les gens ont commencé à surveiller l'impact sur l'économie. On s'attendait à ce que la masse bénéficiaire en souffre, donc quelques rachats au niveau du marché à actions, quelques rachats au niveau de la classe d'actifs diversifiés, investissement sur la classe d'actifs obligataires moyen long terme avec la baisse des taux qui s'installait, ou investissement sur des classes d'actifs beaucoup moins risquées, c'est ce qu'on appelle le flight to quality, les gens essaient de sécuriser au maximum leurs avoirs, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un phénomène marginal. Et puis petit à petit, il y a eu un regain de confiance. Certes, on est toujours en phase de confinement, mais on commence à voir le bout du tunnel. Et c'est la principale thématique qui est en train de driver le comportement des investisseurs, la sortie de la crise sanitaire. C'est clairement le premier élément. C'est une thématique mondiale. C'est une thématique mondiale. On voit au fait que les bourses mondiales réagissent. D'ailleurs, certaines bourses sont au plus haut historique, ont plus qu'effacé l'impact de la crise en termes de recouvrement de la contre-performance qui a été faite. Et donc, c'est ce qu'on est en train d'observer au Maroc. Vous le disiez vous-même, le marché action, mesuré par l'indice MASI au niveau de la bourse de Casablanca, est à moins 10% maintenant. Quand on réintègre le dividende, on est à moins 6%. Sachant qu'au plus bas, on était à moins 25%. Donc, il y a eu un effet rattrapage très, très important, bien porté par cet élan d'optimisme mondial par rapport au vaccin et à ses répercussions sur la relance de l'économie. Ça, c'est pour ce qui est de la catégorie action. Et vous pensez que ce catalyseur va encore se poursuivre, c'est-à-dire que les marchés ne vont observer aujourd'hui que la sortie de crise? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient regarder les marchés actions? Alors, ça reste la thématique principale, mais ce n'est pas la thématique unique. La thématique principale est certes la sortie de crise, mais il y a d'autres thématiques très importantes parce que la crise aura eu des répercussions durables en fin de compte. On ne sortira pas de la crise indemne. On sait qu'on va se retrouver avec un déficit budgétaire qu'on ne prévoyait pas. On était sur un cercle vertueux depuis un moment où l'État, à force de rationalisation des dépenses, arrivait à bien gérer cet agrégat. On allait converger vers les 3,5%. Maintenant, on reparle de 7%, 2 années de suite. Donc très clairement, une demande importante d'investissement de la part du Trésor du fait de ce déficit budgétaire important. Et ça va être surveillé de près. La bonne nouvelle vient de la partie échange extérieur, parce qu'au fait, le principal risque dont on parlait au moment de la crise, surtout avec les canaux de transfert de devises qui nous paraissaient être sérieusement compromis pour l'année, notamment le tourisme, c'était cette réserve de change. Nos réserves de change et notre compte courant, notre balance commerciale, etc. Comment elle allait se comporter. Et on est en novembre, et force est de constater qu'elle se comporte très très bien. Très très bien, on n'a jamais eu des réserves de change aussi élevées, presque 300 milliards de dirhams au niveau de la Banque centrale. La position de change au niveau bancaire est à 8 milliards. Les choses se comportent bien de ce point de vue. Donc il y a certains agrégats qui sont particulièrement résilients, il y a d'autres agrégats qui vont conduire peut-être à une politique monétaire. On verra quelle politique monétaire va être adoptée. Est-ce qu'on sera dans la continuité de la politique monétaire accommodante? En tout cas, le marché observe ces éléments-là par rapport au flux à venir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux investisseurs comme type d'OPCVM? Où aller actuellement? Question difficile, question piège pour un gérant d'actifs. Alors, on est confronté à cette question tous les jours, comme vous pouvez l'imaginer, et la réponse est vraiment, ça dépend. Pour le coup, la réponse ça dépend de tout un chacun, ça dépend des besoins de chacun. Le plus important, c'est, au fait, on n'est pas dans une industrie où il y a une taille unique qui est valable pour tout le monde. On est vraiment sur du sur-mesure. Sur du sur-mesure,
Qu'il s'agisse d'ailleurs d'un particulier, d'un corporate qui a investi un excédent de trésorerie ou d'un institutionnel, un investisseur institutionnel dont c'est le métier, ça dépend de chacun. Si je prends l'exemple du particulier, les éléments qui rentrent en compte sont les besoins à court terme en termes de liquidité, l'horizon d'investissement, l'aversion au risque. On ne se comporte pas tous de la même façon face au risque. Quel que soit notre horizon d'investissement, je peux être averse au risque, je peux ne pas supporter la volatilité. Du coup, la classe d'actifs actions ne m'est pas destinée. Ou alors, je peux être très joueur et aller sur la classe d'actifs actions, ne pas regarder à court terme cette volatilité parce que je sais qu'à long terme, c'est une classe qui va surperformer le reste. Quoi qu'il en soit, quand on est un particulier en train de constituer une épargne pour du très très long terme, il est d'usage d'avoir un portefeuille diversifié qui comporte au minimum un peu d'actions. Il est clair que quand on dispose du temps, la catégorie actions paie le plus. Historiquement, c'est prouvé, au Maroc et par ailleurs, avoir un portefeuille totalement obligataire alors qu'on dispose de temps n'est pas optimal. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut bien surveiller les conjonctures et quoi qu'il arrive, il faut construire son portefeuille de manière très fine avec son conseiller d'investissement. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans les mêmes paniers. Ça, c'est la règle d'or au niveau de la gestion d'actifs, la diversification. Et un OPCVM permet cette diversification? Oui, oui, complètement. Un OPCVM permet cette diversification. Une famille d'OPCVM le permet encore davantage. Ne pas avoir un OPCVM en particulier action, un OPCVM obligataire, en avoir un peu une sorte de portefeuille qui soit un peu diversifié. Un portefeuille d'OPCVM. Un portefeuille d'OPCVM et le modifier de temps en temps, opérer des changements ou créer des cycles et tout à fait adapté à l'investisseur particulier. Le corporate, très clairement, on est dans deux classes d'actifs, le monétaire et l'obligataire court terme, parce qu'on est sur de la fructification de trésorerie à très court terme avec très très peu de tolérance au risque. Il ne s'agit pas de perdre de l'argent pour le trésorier dans un grand corporate. Et l'investisseur institutionnel, eh ben, ça dépend de ses études en fin de compte. L'investisseur institutionnel, qui pèse lourd au niveau de la gestion d'actifs, qui pèse lourd au niveau du marché des marchés de capitaux de manière générale, c'est très bien ce qu'il fait. On a des investisseurs institutionnels qui sont très très bons, très bien formés, qui sont très connaisseurs des marchés. Et en règle générale, ils investissent en fonction d'études très pointues, actifs-passifs. Ils font leurs études ALM et en fonction de leurs études, ils établissent des allocations d'actifs qui sont à même de coller à leurs engagements à long terme. Donc clairement, la réponse est ça dépend de chacun. Ça dépend de la situation de chacun. Très bien, très bonne question et il faut souvent le rappeler, il n'y a pas de réponse commune à cette question où investir et surtout les réponses sont souvent dynamiques et peuvent évoluer avec les conditions de marché, il faut le rappeler. Une autre question, Reda Hilali, quand on voit la résilience des OPCVM cette année, quand on voit que finalement les contre-performances sont extrêmement limitées sur les classes les plus risquées comme le marché action, quand on voit les performances historiques réalisées sur ces différentes classes d'actifs, on a envie de dire pourquoi le petit épargnant n'investit pas assez dans des OPCVM alors que le public plus professionnel, les investisseurs plus connaisseurs, les institutionnels, eux, eh bien, n'hésitent pas. On est à plus de 500 milliards d'actifs sous gestion alors que le petit épargnant, lui, manque à l'appel un peu. Comment faire pour le faire adhérer, le faire revenir, sachant que de mon petit point de vue à moi, ce type d'intervention avec des gérants d'actifs qui prennent la parole, qui expliquent les catalyseurs de marché, eh bien déjà c'est un très bon départ. Tout à fait, je vous remercie de nous donner cette opportunité. Très clairement, la réponse est expliquer et rassurer. On a un déficit d'explication pour le grand public. Le grand public ne sait pas vraiment c'est quoi l'OPCVM, ne sait pas qu'il existe des véhicules qui permettent l'investissement de façon optimale, diversifiée, avec l'écosystème dont je parlais tout à l'heure qui est protégé, ainsi de suite. Très probablement, et géré par des professionnels. Géré par des professionnels. C'est leur avec quotidien, c'est votre quotidien. Vous passez votre journée à surveiller ce qui se passe sur les marchés. Bien sûr. Et on est plusieurs personnes. À Wafa Gestion, par exemple, on est 14 professionnels de l'investissement, très spécialisés. On suit secteur par secteur. On a un chief économiste qui a plus de 17 ans d'expérience. Donc, quand vous confiez votre argent à des professionnels, leur boulot, c'est de surveiller les marchés et de faire ces opérations pour vous. Donc, on a très clairement un déficit de communication. Le particulier pèse autour de 35 milliards, plus ou moins quelques milliards, 35 milliards dans l'industrie de gestion d'actifs qui en compte 500. Quand on parle du particulier en direct, je parle ici de combien détiennent les particuliers en part d'OPCVM directement.
Mais en fin de compte, toute l'épargne qu'on gère est une épargne de particulier, parce que l'institutionnel lui-même gère pour le compte de particuliers leur retraite. Donc, en fin de compte, la canalisation de l'épargne se fait très correctement au Maroc. On arrive à canaliser l'épargne, on a une épargne importante qu'on met au service des grands projets de l'État, des entreprises publiques et privées, de la croissance en fin de compte. Le marché des capitaux au Maroc joue vraiment clairement son rôle. On arrive à canaliser l'épargne et la placer dans les secteurs porteurs et on participe quelque part à cette croissance. Maintenant, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il y a un potentiel très important chez le particulier. 35 milliards, 7% de l'encours global, ça reste faible. Quand on compare à ce qui se pratique par ailleurs, dans les pays européens ou pays américains, ce que détiennent directement les ménages est bien plus important que ce qu'on observe au Maroc. Quand on se compare au continent africain, on est de très très loin. Au niveau de l'industrie de la gestion d'actifs, nos ratios sont bons. On pense qu'il y a très clairement cette pédagogie à faire, cette éducation financière de manière générale. On a tous un rôle à jouer là-dedans. Les réseaux de distribution ont un rôle à jouer là-dedans pour justement porter cette parole et expliquer à l'investisseur, le rassurer, qu'on est en train de le faire. En tant qu'industrie et en tant que société de gestion, on est en train de le faire. On réalise pour ce faire des vidéos pédagogiques. Vous pouvez d'ailleurs les voir au niveau de notre site web. On réalise des webinaires pour justement expliquer. Et je pense qu'à force d'expliquer, on touchera de plus en plus de personnes et ils verront qu'il s'agit d'un investissement qui est tout à fait adapté à leurs besoins, qui leur permettra de constituer une épargne sécurisée, ainsi de suite. Bien sûr, il y a d'autres volets sur lesquels on pourrait aussi agir pour favoriser cet investissement de l'épargne. Je pense ici au schéma fiscalement intéressant, parce que partout dans le monde, la fiscalité a eu un rôle à jouer pour la canalisation de l'épargne. Qu'il s'agisse de schémas particuliers pour se constituer une retraite, de schémas qui passent par de l'assurance vie, ou en tout cas, il faudrait que l'épargne longue soit incentivée à travers cet attrait fiscal. Donc, il y a plusieurs fronts sur lesquels on est en train d'agir et je pense que ce chiffre-là va évoluer dans le temps. Très bien, c'est tout ce qu'on souhaite d'abord pour l'épargnant et ensuite éventuellement pour votre industrie. Dernière question, Reda Hilali. Votre société de gestion a un fonds qui est assez particulier sur le marché. Vous avez un fonds en or, un fonds gold qui est distribué donc par votre réseau de distribution classique. C'est une particularité parce qu'il permet d'investir dans l'or et donc de capter de la tendance sur l'or sans forcément que l'épargnant ait acheté de l'or. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus sur ce fonds parce que c'est une particularité et mérite peut-être d'être expliqué. Oui, bien sûr, merci de me donner cette opportunité. Alors, je rebondis juste sur votre remarque sans qu'il achète de l'or, j'ajouterai directement. Parce qu'en fin de compte, quelque part, il y a de l'or qui est acheté. Okay. Donc, quand le client souscrit dans le fonds, et le fonds, c'est un fonds de catégorie contractuelle. Les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a 6 catégories d'OPCVM au niveau du Maroc. Il y a le monétaire, obligataire, court terme, obligataire, moyen long terme, diversifié, action. Ce sont les catégories qui existent depuis longtemps, connues, reconnues sans problème. Il y a une nouvelle catégorie, pas si nouvelle que ça, elle existe depuis 10 ans, plus de 10 ans, qui s'appelle une catégorie contractuelle et qui permet au fait, au niveau de la note d'information, au niveau des documents juridiques du fonds, qui sont en fait le lien entre le gérant, le distributeur et le porteur de part, de s'engager sur une formule, une formule qui ne respecte pas forcément une classe d'actifs en particulier. En l'occurrence, pour Attijari et Gold, l'engagement de Attijari, clairement spécifié au niveau de la note d'information, est que quoi qu'il arrive, la performance de cet instrument collera dans un couloir qui ne dépasserait pas 1% d'écart à la performance de l'or telle que mesurée au niveau des marchés internationaux et notamment du marché de Londres, qui est la référence pour le lingot d'or. Et au fait, le fonds réalise parfaitement son engagement contractuel. D'ailleurs, on est sur une performance de plus de 17% sur cette année. En 5 ans, on est sur une performance qui dépasse 50%, tout simplement parce que l'or a performé. Et c'est en plus de l'or en dollars. C'est comme si vous achetez de l'or, seulement vous achetez de l'or papier, vous achetez une part dans un fonds qui lui réplique la performance de l'or, vous êtes liquide hebdomadairement, parce que vous pouvez sortir, rentrer chaque semaine, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous rachetez ou vous souscrivez
le fonctionnement est tout aussi simple que le fonctionnement d'un fonds monétaire. Vous rachetez en respectant le cut-off time, sans problème, vous avez vos parts, c'est transparent pour le client. Et ça, c'est géré par un mécanisme de produits dérivés avec notre salle des marchés, où on échange des performances et on obtient en fait une valeur liquidative qui colle à celle de l'or. Le fonds fait également l'objet de contrôles quotidiens par la MMC, au même titre que les autres fonds qu'on gère. Et voilà, ça fait un moment que ça dure maintenant. Alors 17% de performance, certains qui regardent cette vidéo vont se dire l'or actuellement est en train de corriger avec les avancées sur le vaccin. Est-ce que c'est toujours le moment d'investir sur ce type de véhicule, à votre avis? Alors encore une fois, difficile à dire, mais ce que je dirais, c'est que l'or a toujours sa place dans un portefeuille suffisamment diversifié. Il a toujours sa position. Quand on regarde le comportement de l'or sur les 2 dernières décennies, par exemple, on voit au fait qu'il a une décorrélation, parce qu'en tant que gérant d'actifs, on adore la décorrélation. Parce que quand les actifs évoluent pareil, en règle générale, les risques sont très élevés. Mais quand les actifs évoluent ou réagissent à des conjonctures de manière différente, on arrive à réduire la volatilité et donc réduire le risque des portefeuilles. L'or ramène une certaine diversification dans les portefeuilles que les autres actifs ne ramènent pas. Il se comporte correctement en phase haussière d'actions, en phase baissière, en phase de taux bas, en phase de taux haut. Il y a clairement beaucoup de conjonctures qui sont favorables à l'or. Ce qui fait actuellement que l'or est en train de corriger, c'est justement ces bonnes nouvelles. On est en plein boom, l'optimisme est à son comble et donc on a envie d'aller chercher les classes d'actifs les plus risquées, celles qui vont le plus profiter de la fin de cette crise, et on peut vendre de l'or pour aller acheter de l'action américaine ou de l'action européenne, et c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, quand on regarde très fondamentalement, l'or, en fin de compte, réagit à un indicateur en particulier, c'est le taux d'intérêt réel américain. Parce que l'or ne paie pas de coupon. L'or n'a pas de rendement. Quand vous détenez de l'or, vous êtes en train de quelque part cacher de la valeur, de stocker de la valeur, mais vous n'avez pas de rendement sur cette valeur. Ce n'est pas comme si vous aviez une obligation ou une maison que vous louez ou un actif qui génère du rendement. L'or ne génère pas de rendement. Et donc, quand les taux américains réels sont élevés, il est d'usage d'investir dans ces obligations américaines plutôt que dans l'or. Ce qu'on observe actuellement, c'est que ces taux réels américains sont faibles, sont même négatifs. Et on pense que c'est durable, parce que les banquiers centraux de par le monde déclarent que ce n'est pas tout de suite qu'on va sortir de la crise. On sait qu'il va y avoir des plans de relance massifs pour relancer l'économie, que les politiques monétaires vont rester accommodantes pour accompagner cette relance. Et tant que les politiques monétaires sont à ce niveau, avec une inflation qui peut repartir si on relance l'économie, on peut se retrouver, encore une fois, avec des taux réels américains négatifs, ce qui va apporter l'or. Donc il y a toujours un cas fondamental pour l'or. Cette volatilité est naturelle. Il se peut que l'or baisse un peu, c'est normal, on est sur des niveaux qui sont proches du plus haut, mais avoir de l'or dans le cadre d'un portefeuille diversifié est toujours intéressant. Dans des proportions réduites, généralement on conseille entre 1 et 3%, voire 5%, en étant très agile dans la gestion de cette poche, c'est clairement un actif diversifiant très intéressant dans le cadre d'un portefeuille global. Merci beaucoup Reda Hilali. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de Wafa Gestion. Encore une fois, merci pour ces explications, le temps que vous prenez pour expliquer à l'épargnant les enjeux de votre industrie, celle des OPCVM. C'était un réel plaisir. Merci. Merci à vous.